tous, merci, merci d'être passé nous rendre visite. On va parler aujourd'hui de Snowflake, évidemment de ce que Snowflake peut apporter au monde de la tech, aux product managers comme vous et au monde du développement d'applications. On va démarrer par un petit tour de table, un petit peu de présentation. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous Marc. Marc, bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marc Wendling. Je suis à Snowflake depuis 7 ans. Et jusqu'à mois de janvier, je faisais la vente aux startups, donc toutes les boîtes qui étaient vraiment digital native dans le monde, sur en tout cas 10 pays principaux. En fait, pour développer l'offre aux startups, on s'est rendu compte que les accompagner dans le conseil à tout ce qu'ils pouvaient rencontrer en stratégie produit, en stratégie vente, stratégie marketing, ingénierie, financière, au moment de lever des fonds, comment votre pricing pouvait changer, la valorisation au final. On a mis en place une structure de conseil pour pouvoir accélérer la croissance de ces startups. Et depuis le mois de février, en fait, au lieu de ne faire ça que pour les startups, sur toute la partie conseil, notamment sur les product leaders, je fais ça pour toutes les sociétés qui montent des applications en utilisant Snowflake dans le back-end. Voilà. Merci Marc. Cédric. Bonjour à tous, donc Cédric Ferreira, je suis Chief Product chez Piano Analytics. Alors pour retracer rapidement, j'ai évolué pendant 10 ans sur des métiers plutôt techniques dans les coulisses de la télé, de la radio, puis j'ai découvert le produit. J'ai jamais quitté l'univers du produit. J'ai rejoint une entreprise bordelaise qui s'appelait AT Internet il y a 11 ans, qui a bien changé depuis. C'est un éditeur de solutions d'analytics qui a changé de nom suite à une fusion et qui s'appelle aujourd'hui Piano. Aujourd'hui, Piano, ce sont à peu près 700 collaborateurs. On édite plusieurs solutions SaaS qui permettent de comprendre le comportement de vos utilisateurs, mais aussi de l'influencer. Quand je dis influencer, c'est influencer positivement, proposer une meilleure expérience, personnaliser ce qui va se passer sur le parcours, s'assurer de bien monétiser ces utilisateurs que vous avez eu tant de mal à acquérir. Il y a deux branches, une branche activation avec des produits de personnalisation dont je vous ai dressé le portrait rapide, et une branche analytics, celle dont j'ai la responsabilité. Donc là, Piano Analytics, c'est un outil qui est utilisé par un grand nombre de grands comptes et qui se différencie d'acteurs que vous connaissez peut-être comme Google Analytics, Adobe Analytics ou même Mixpanel et Amplitude. Notamment par une approche privacy qui est totalement différenciante, une puissance d'analyse inégalée et surtout une vraie capacité à démocratiser l'information. Voilà, les données analytiques sont précieuses, elles ont valeur à être partagées avec l'ensemble des équipes de votre entreprise et c'est vraiment un choix qu'on a fait dans notre stratégie produit. Et aujourd'hui, Piano Analytics, vous interagissez avec sans le savoir puisqu'on mesure les interactions entre les utilisateurs de très grandes marques et belles marques, pas mal de banques et d'assurances, pas mal de sites de e-commerce ou beaucoup de sites de presse, voilà, pour ne donner que quelques exemples. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais voilà, vous êtes utilisateur de Snowflake depuis un certain nombre d'années maintenant. Depuis 7 ans. 7 ans. Ouais. Et donc, on en discutera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, moi, Pascal Ferraud, donc, je suis basé à Paris et je couvre le marché européen. J'accompagne en fait les éditeurs de logiciels, de solutions d'applications, de digital native pour travailler sur Snowflake. Alors, on va démarrer par un tout petit bain de présentation de Snowflake et de qui nous sommes. Marc, tu as pas mal d'expérience chez Snowflake, donc je te laisse la primeur de ceci. Je vais le faire rapidement, cela dit, mais je vais vous donner quelques anecdotes, pas juste vous faire une présentation Snowflake en disant on est extraordinaire, parce que de toute façon on est extraordinaire. Mais en fait, sur l'année 2011-2012, il y a un investisseur, Mike Spicer, dans la Silicon Valley, qui essayait de faire un produit innovant sur la partie data. Il avait plein d'idées, c'est quelqu'un qui est assez technique, mais il avait plein d'idées et il a interrogé pas loin de 200 potentiels fondateurs techniques et il n'arrivait jamais à trouver quelqu'un qui lui convenait. Et puis un jour, il a rencontré une des deux personnes que vous avez sur le slide, Benoît Dageville, et il lui a expliqué son idée, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et Benoît Dageville, en bon français, lui a dit « This is bullshit, this is not going to work », avec un accent comme ça. Et donc, il a challengé un investisseur qui est une épée de la Silicon Valley en lui disant « Non, mais de toute façon, votre idée, ce n'est pas la bonne. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, le challenge, il faut absolument qu'on fasse la séparation dans une idée de base de données entre le storage et le compute. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, crée beaucoup de difficultés sur la circulation et l'utilisation de la data.
Et donc notre investisseur s'est réveillé en se rendant compte qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire à faire. Et donc il a proposé à Benoît Dageville de monter Snowflake. Et sur ce coup-là, Benoît a dit « je ne peux pas le faire sans Thierry Cruan, qui en fait, tous les deux se sont rencontrés chez Bull. Donc on parle de ça il y a très longtemps. Et ils sont arrivés en Californie il y a plus de 20 ans pour faire de la gestion de bases de données sur les grands systèmes, mais en travaillant chez Oracle. Donc, ils sont perfectionnés. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle Snowflake s'appelle Snowflake aujourd'hui, c'est... Je le dis parce que c'est toujours très drôle. Quand Benoît ou Thierry se présentaient avant d'avoir lancé Snowflake, ils expliquaient qu'ils travaillaient chez Oracle, que personne ne comprenait là-bas. Et donc, du coup, il a fallu qu'on trouve une marque qui était assez facile à prononcer dans le monde entier, dans toutes les langues. Et Snowflake, c'était particulièrement parfait, parce que même avec un accent en français, quand vous dites Snowflake, vous comprenez. C'est comme ça que la société est née, mais avec, encore une fois, des fondations techniques vraiment très différenciées sur la partie séparation du storage et du compute que je reprendrai tout à l'heure. Alors, en 2012, ça démarre avec du stealth pendant presque 2 ans, puisqu'on est arrivé sur le marché en 2015. Et à partir de 2015, là, on arrive très vite en 2020, où Snowflake, tu peux passer au slide suivant, Snowflake, c'est encore aujourd'hui l'IPO la plus conséquente sur le marché du software aux États-Unis. Parce qu'en fait, Snowflake a très vite pris beaucoup d'ampleur sur le marché en termes de demande, justement pour des raisons de performance. Voilà, donc l'idée qui était derrière Snowflake était très créative, et on a accéléré les résultats commerciaux très rapidement. Ce que fait Snowflake aujourd'hui, pour simplifier, donc on vous permet de simplifier votre fondation de data. Donc en tant que patron de produit, de toute façon, il faut que vous garantissiez une fondation simple sur le produit, encore une fois, pour que la disponibilité de la data soit simple, mais surtout pour la circulation, soit l'incorporation de data extérieure, soit la distribution de data vers vos clients. Il y a aussi donc, la partie intelligence artificielle qui est facilitée, parce que la data elle-même, encore une fois, elle est facile à administrer, mais elle est très aussi facile pour maintenir de la gouvernance et la sécurité, etc. Et de toute manière, vous pouvez aussi augmenter votre offre avec des applications qui sont elles-mêmes très faciles à monter. Donc c'est en gros les 3 grands thèmes de Snowflake que vous pouvez utiliser en tant que patron de produit. Maintenant, je vais juste faire un récapitulatif des 2 premiers mouvements de ce qui s'est passé chez Snowflake. Donc, encore une fois, j'ai parlé de la fondation. Donc, on a découplé le storage et le compute. C'est vraiment la chose la plus importante qu'on a démarré. Ce qui permettait d'avoir, encore une fois, des niveaux de performance à la fois en termes de requêtes concurrentielles, pas concurrentielles, parallèles. Concurrence. Je suis basé aux États-Unis, donc je suis désolé, de temps en temps, je parle un peu franglais. Je ne veux pas faire snob, c'est juste, voilà, j'ai plus l'habitude. Et donc, des requêtes parallèles avec une performance extraordinaire, mais aussi l'avantage, c'est que dès que votre quantité de données dans votre base de données doit augmenter, vous n'avez pas besoin d'enlever la provision et de réinstaller votre base de données, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. La deuxième phase, ça a été en 2018, où on a insisté sur le fait que cette data, il fallait qu'on puisse la partager. Et j'insiste encore une fois sur le partage à l'entrée et à la sortie, parce que vous avez quand vous avez de la data, l'enrichir et avoir de plus en plus de data disponible, c'est très important. Et souvent, c'est un process qui est assez difficile, soit parce qu'il vous faut un pipeline très compliqué, soit parce que vous avez des formats qui sont différents à l'entrée, etc., etc. Et Snowflake a vraiment une manière de faciliter le partage de la donnée, à la fois en entrée et en sortie. Et ensuite, aujourd'hui, on a fait une connexion qui a permis, encore une fois, d'aller encore plus loin, où on a la gouvernance, la sécurité, toute l'infrastructure qui est quelque chose de managé, ça j'insiste aussi. Ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir gérer de votre côté, c'est quelque chose qui va être très facile d'accès, la barrière à l'entrée est très faible. Et donc aujourd'hui, vous êtes capable de monter des applications très simples en utilisant Streamlit,
des applications très complexes avec des frameworks qu'on a mis à disposition. Et évidemment, sur la partie data science, AI, ML, etc., Snowflake vous permet d'avoir une stratégie de data très établie. Donc, les modèles que vous allez implémenter au-dessus de cette data seront beaucoup plus performants. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, Snowflake est une fondation, Ouais. une data platform, Voilà. qui peut être la fondation de toutes vos applications, dans laquelle on va retrouver tous les composants qui permettent de développer des applications et de développer des services, des solutions, que ce soit AI, ML et autres, au sein de la fondation. Et je fais juste un point sur mon ancien métier de vente aux startups. Le positionnement de Snowflake pour ces startups, c'était principalement en rentrer vers le leader du produit. Donc, parce qu'en fait, en tant que patron du produit, votre objectif, c'est toujours d'innover, de développer plusieurs solutions de génération de revenus, etc., etc. Et il vous faut, quelque part, une architecture et une infrastructure derrière qui soit la plus facile à gérer possible pour que votre relation avec l'engineering soit fluide. J'ai coutume de dire que dans la vente, vous devez avoir un partenariat fluide avec le marketing, parce que sinon vous avez toujours des conflits entre le marketing qui vous dit qu'on a beaucoup de leads et le vendeur qui dit mais en fait les leads c'est pas des bons. Et en fait, si vous regardez bien dans beaucoup de sociétés, il y a un conflit entre le produit et l'engineering. L'engineering qui dit que c'est compliqué à monter, le produit qui dit bah, je ne peux pas avoir un bon produit parce que l'engineering ne sait pas faire. L'avantage de Snowflake, c'est qu'on simplifie absolument notre offre de manière à ce que cette relation soit particulièrement fluide. Donc vous allez plus vite pour innover. Et encore une fois, ça vous permet d'avoir une offre produit beaucoup plus riche. Et tu peux aller sur le slide suivant. Et donc, tout ça, tous les blocs de briques qu'on est en train de vous montrer, je ne vais pas les énumérer un à un, ça n'a pas grand intérêt. Vous regardez les 4 derniers, qui sont nos 4 innovations les plus récentes. Ils sont tous là pour pouvoir, encore une fois, créer des applications qui sont plus complexes par nature, donc votre offre elle-même est enrichie, mais plus facile à mettre en place. Donc c'est vraiment le paradoxe qu'on arrive toujours à résoudre. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez Streamlit, c'est un outil qui vous permet de développer une interface de manière très très simple. C'est quasiment du no-code. Vous regardez les Snowpark Container Services, ça vous permet d'avoir une application complexe qu'on va amener vers la data du client. Donc du coup, vous simplifiez encore une fois tous les aspects gouvernance, sécurité, etc. Donc vous amenez l'innovation vers votre client final. Donc le système la relation avec les services achats va être particulièrement simplifiée. Et la partie Native Apps, encore une fois, c'est un déploiement qui vous permet d'accélérer votre accès au client final. Alors, tu as commencé un petit peu à en parler, mais on va parler du changement de la gravité de la donnée et de l'application là-dedans. Est-ce que tu veux nous... Je pense que tu le couvres mieux que moi, celui-là. Très bien. Alors, c'est une tendance qu'on voit assez fortement chez Snowflake et on va beaucoup parler de ça. C'est le changement de gravité entre la donnée et l'application. Si on regarde un tout petit peu historiquement, dans les années 90, on avait encore beaucoup de très grandes entreprises qui travaillaient sur des mainframes. Et puis dans les années 90, on s'est aperçu que de plus en plus, la donnée s'écartait des mainframes et allait de plus en plus vers des data centers. Alors des data centers qui étaient plutôt on-prem chez les clients. Et donc ce qu'on a vu dans les années 2010, c'est que les softwares, eux, bah, vous le savez, sont allés davantage vers le SaaS, avec ce que permettait le cloud et un effet de scalabilité qui commençait à être plus important. Donc voilà, on a vu la part du revenu de software augmenter dans le SaaS. Et là, ce qu'on voit en fait depuis quelques années, c'est vraiment le fait que les clients décident que leurs données soient dans la data platform cloud qu'ils choisissent, Snowflake dans la majorité des cas, et qu'ils s'attendent désormais à ce que les applications viennent se connecter à leurs données dans leur data platform. D'accord ? Ils ne veulent pas aller chercher la donnée dans le SaaS. Donc c'est ça que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est que traditionnellement, on avait, donc sur la partie gauche ici sur la slide, des softwares SaaS qui hébergent la totalité des données des clients et ensuite distribuer la donnée aux clients qui le souhaitent. De plus en plus, on s'aperçoit que les clients s'attendent à ce que la donnée reste dans leur data platform ou qu'elle soit nativement connectée à cette data platform. Donc on va apporter les applications vers la donnée, c'est ce que disait Marc à l'instant, plutôt que l'inverse. Et donc ça, c'est ce qu'on considère désormais comme le futur du software. Ce qui est important à signaler, encore une fois, c'est qu'en tant que
innovant, innovateur dans un produit, l'accès au client final, vous avez des barrières qui sont le procurement, le juridique, la sécurité, la gouvernance, etc., etc. L'avantage de monter une application qui n'a pas besoin en fait, d'avoir toute la data en mouvement vous permet d'avoir un accès à des grands comptes beaucoup plus vite. Donc si dans cette assistance, vous êtes des boîtes jeunes, pour avoir accès à des grands comptes, vous voulez éviter tous ces problèmes de conflit avec la gouvernance et la sécurité. Et cette architecture-là vous permet d'aller beaucoup plus vite vers vos clients finaux. Alors, on va comprendre pourquoi c'est un vrai bénéfice pour à la fois vous en tant que software provider, mais aussi pour les clients. Si on regarde, c'est des résultats d'études qui ont été menées. Si on prend une grande entreprise, une entreprise multinationale, on va dire, en moyenne, on s'aperçoit qu'il y a plus de 1600 applications software, produits qui sont utilisés au sein de cette entreprise. Chaque département va utiliser plus de 50 applications par département. Et donc, si on prend un exemple, on prend le département marketing. Il y a beaucoup de tech providers ici en France qui sont dans le domaine du marketing notamment. Et ben voilà, une entreprise qui a fait le choix d'une data platform, donc elle va avoir sa data platform ici en bas, et puis elle va avoir un certain nombre d'applications, de logiciels, qui vont dans le domaine du marketing capturer la donnée, avec Piano par exemple. Puis ensuite, on va aller enrichir cette donnée avec des data providers ou des solutions qui vont vous permettre d'enrichir les profils de cette donnée collectée. On va avoir l'identity resolution avec LiveRamp par exemple. On va ensuite créer des segments de manière à pouvoir mieux targeter nos prospects, nos clients, et on va utiliser du machine learning pour ça. Ensuite, on va activer la donnée. On va utiliser des solutions d'activation pour le e-commerce, pour faire du multi-channel, etc. Et puis ensuite, on va aller mesurer l'efficacité de ces campagnes. Tout ça, ce sont des applications différentes qui ont chacune potentiellement leur base de données. Et donc, ce qu'on voit au sein des entreprises, c'est que cette donnée, elle transite. Il y a des API, il y a des ETL, il y a de l'export CSV vers des FTP. Parfois, il y a du process manuel. J'exporte à la main vers un fichier Excel. Et donc ça, voilà, c'est un nombre de répétitions d'échanges de données, de déplacement de la donnée, qui n'a plus de sens. Et c'est ce que Snowflake peut apporter notamment. Si on regarde dans le domaine du marketing, ce qu'on appelle nous le marketing data cloud, c'est que toutes ces solutions aujourd'hui, elles ont fait le choix de gravité dans Snowflake, elles sont nativement connectées à Snowflake, et donc à partir du moment où, on en discutera tout à l'heure avec Cédric, mais où Piano collecte la donnée pour un client, le trafic de son site web, cette donnée elle est immédiatement disponible dans Snowflake, nativement disponible dans Snowflake pour le client. Et donc il n'y a plus ces ETL, il n'y a plus ces API, il n'y a plus ces échanges de fichiers de données. Donc c'est un vrai gain pour le client parce que le client il n'a plus à se soucier de tout ça, et en termes de maintenance, que ce soit en termes de people, les gens dont on a besoin pour gérer tout ça, ou que ce soit en termes de licences, les ETL qu'il faut acheter, tous les process à mettre en place, c'est un réel gain pour les clients. Et puis bien sûr, il y a aussi les clients qui ne veulent plus que leurs données sortent. Leurs données, elle est dans Snowflake. On a des grands groupes, typiquement des groupes bancaires, qui ont déjà eu du mal à venir vers le cloud, à passer du on-prem vers le cloud. Alors si en plus on doit leur dire d'aller chercher de la donnée ou de la faire sortir, ça devient très compliqué pour eux. Un autre domaine dans lequel Snowflake est très très présent, c'est la cybersécurité. C'est pareil, pour un CISO aujourd'hui, un Chief Information Security Officer, il a des tas d'applications, son CIEM pour gérer les menaces, le Cloud Security pour sécuriser toutes ses opérations de cloud, la compliance, les metrics. Tout ça, ce sont désormais des solutions qui ont fait le choix d'utiliser Snowflake comme standard. Et aujourd'hui, Snowflake agit comme le Cybersecurity Data Lake pour des très grandes entreprises qui ont fait le choix de mettre toutes leurs données cybersécurité au même endroit. Alors, comment est-ce qu'on rend cela possible avec Snowflake? Qu'est-ce qui rend cela possible? C'est ce qu'on appelle donc le Data Cloud, le Snowflake Data Cloud. Le Snowflake Data Cloud, c'est la combinaison entre la technologie Snowflake qui est nativement dans le cloud. On est une data platform dans lesquels tous les cas d'usage data peuvent être résolus directement dans le cloud. Mais il y a aussi tout le contenu que l'on peut trouver dans Snowflake. Le contenu, c'est quoi? On va en parler un petit peu plus en détail, mais c'est la possibilité pour un client Snowflake d'aller consommer de la donnée, donc d'aller acheter des datasets sur notre marketplace, mais c'est aussi d'aller consommer toutes les applications que vous, éditeurs de logiciels, allez pouvoir leur fournir dans le monde Powered by Snowflake, ce qu'on appelle le Powered by Snowflake. Donc ce data cloud, si on regarde un petit peu l'évolution au fil des années, quand on a introduit cette notion de data sharing autour des années 2020, c'était les balbutiements. Aujourd'hui, ce que vous voyez sur la partie droite de l'image, chaque point est un échange
de données entre deux utilisateurs Snowflake ou un échange d'applications qui provient de notre marketplace. Donc c'est ça que l'on apporte à vous, Product Manager, c'est la possibilité d'aller construire une application sur Snowflake, d'aller partager cette application en mode SaaS avec tous vos clients si vous le souhaitez, ou bien d'aller partager cette application directement dans le Snowflake du client. Et cela, on vous permet en plus de le monétiser, c'est-à-dire de le distribuer et de le déployer mondialement dans notre marketplace. Tu connais très bien la marketplace. Marc, si tu veux en dire un mot, n'hésite pas. Oui, la marketplace, en fait, pour nous, c'est un aspect de monétisation à la fois de datasets, pas seulement les applications. Et donc, du coup, même en tant que patron de produit, vous pouvez enrichir votre data en regardant ce qui peut être disponible directement dans Snowflake, ce qui vous permet aussi d'avoir des coûts d'ingestion qui sont particulièrement réduits, vous imaginez bien. Mais derrière, vous pouvez aussi distribuer soit vos data, parce que d'ailleurs, peut-être qu'il y a un certain nombre de vos données à vous que vous cherchez à distribuer de manière facile, encore une fois, sans friction de vente, de procurement, etc. Mais évidemment, vous pouvez distribuer vos applications directement sur la marketplace. Nous, on a une équipe derrière qui sera là pour faire de la génération de demandes en parallèle. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous êtes présent en passif. On a un mode actif de vente de manière à ce qu'on fasse de l'évangélisation en votre nom. Donc, à partir du moment où on connaît votre offre, on va être capable de la pousser vers les clients finaux également. Donc la marketplace, voilà, pour des startups ou des scale-up comme les vôtres, par exemple, c'est la possibilité d'avoir accès aux 10 000 clients Snowflake un petit peu partout dans le monde, qui sont notamment des très grosses entreprises. Alors, comment est-ce qu'on rend cela possible? On ne va pas vous demander de potentiellement redévelopper toute votre application si elle n'est pas déjà sur Snowflake. On provient déjà du monde où des sociétés comme Piano ont fait le choix de Snowflake parce qu'on leur apporte la performance et la scalabilité que permet Snowflake, que permet le cloud. Désormais, ce qu'on vous apporte, c'est ce dont Marc a rapidement parlé tout à l'heure, ce sont les container services. Donc Snowpark Container Services, c'est la possibilité, je vous le fais en résumé, mais de porter votre application dans une image de container et d'aller utiliser notre marketplace de manière à ce qu'une app, ce qu'on appelle une native app dans Snowflake, soit téléchargeable par tout client Snowflake dans le monde, et donc que chaque client Snowflake puisse télécharger votre application qui tournerait dans un container. L'effort de refactoring de vos applications, si elles sont facilement containerisables, est assez léger, et donc c'est vraiment là-dessus qu'on accélère beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la marque de tout cela, c'est Powered by Snowflake. On a pas mal d'éditeurs français, des petits et des gros. Donc on a parlé de Piano, on a Amadeus, voilà, qui est un gros éditeur français, ou en tout cas européen. On travaille avec Weborama, on travaille avec Shipeo, on travaille avec Imagino, on travaille avec Amplitude aussi. On travaille avec Dataiku. Mais on travaille aussi avec beaucoup d'éditeurs de logiciels, voilà, un petit peu partout dans le monde, de toute taille. Sachez que ce Powered by Snowflake, c'est aussi un programme de partenariat dans lequel, tout simplement, on va mettre, nous aussi, des ressources pour vous aider à construire l'application, pour vous aider à la marketer, comme l'expliquait Marc, on peut vous aider à faire du co-marketing, à faire du co-selling et à pousser vos applications vers nos clients, et puis aussi pour vous aider à l'opérer. Juste après ça, je laisserai la parole à Cédric. On va échanger un petit peu sur comment est-ce qu'ils sont arrivés sur Snowflake. Mais voilà, sachez qu'il y a 3 grands cas d'usage lorsqu'on travaille avec des éditeurs de logiciels. Vous avez le choix, premièrement, de replatformer. Vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas, sur une plateforme qui ne vous apporte pas toute la performance, toute la scalabilité, ou qui peut être une solution on-prem, et vous avez envie d'aller vers le cloud, de profiter des innovations, notamment dans le domaine de l'AI, ML, LLM, que peut vous apporter Snowflake. Ça, c'est ce qu'on appelle le replatform. On peut vous aider. Piano a fait ce choix-là, on en parlera tout à l'heure. D'autres grandes sociétés ont fait ce choix-là, Blue Yonder dans le domaine du supply chain, par exemple. Autre possibilité, vous avez une solution qui tourne sur une data platform dont vous êtes peut-être content, il n'y a pas de raison de la changer, mais vous souhaitez améliorer votre produit sur certaines parties, monétiser l'accès aux données de votre application, créer un module optionnel Analytics, rajouter des fonctions AI, ML qui vont être des options payantes. Donc ça, pour vous, en tant que product manager, l'intérêt, c'est d'aller pouvoir créer des nouvelles sources de revenus, des nouveaux modules optionnels que vous pouvez monétiser. Et puis c'est aussi, si c'est le cas aujourd'hui, de vous passer des API, des ETL, de l'export de fichiers lorsque vos clients demandent d'avoir accès à vos données.
Troisième possibilité, c'est vous êtes une start-up, vous êtes une société bien en place, mais vous avez un nouveau produit à construire. Eh bien, autant le faire directement dans une solution nativement cloud comme Snowflake. On vous fournit tous les outils pour le faire. Et puis en plus, on a aujourd'hui ces 10 000 clients partout dans le monde auxquels on peut vous donner accès via cette marketplace. Et pour le coup, alors autant évidemment c'est très naturel de monter un nouveau produit quand vous êtes une start-up, mais on a des boîtes comme Capital One, qui est un très grand établissement bancaire aux États-Unis, qui s'est rendu compte en fait qu'il avait accès à un nombre incalculable de données qui étaient monétisables sur la partie sécurité. Et donc Capital One a monté une application de toutes pièces en utilisant le framework de Snowflake et qui aujourd'hui est sur le marché comme un vrai acteur de la cybersécurité. Donc il y a aussi un nombre de sociétés qui sont plus établies depuis très longtemps, certaines incorporées depuis 50, 60, une centaine d'années, qui se découvrent des talents de software parce que Snowflake facilite vraiment le travail entre l'idée et la mise sur le marché, la mise en relation avec le client. On facilite le travail qui est nécessaire pour pouvoir aller mettre en place ces applications. Voilà, donc on était hier à la station F, on travaille avec beaucoup de startups, beaucoup de scale-up. Ce que disait Marc, je pense, est important. On travaille autant avec les product managers, vous, qu'avec la R&D, bien sûr. Et donc on est vraiment ce liant entre les deux. Alors, justement, je vais me déplacer comme ça sera plus naturel. Cédric, tu as commencé à te présenter et à présenter un petit peu Piano Analytics. Vous, je le disais, vous êtes utilisateur de Snowflake depuis longtemps. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus en détail et puis présenter un petit peu Piano Analytics et puis surtout nous expliquer quel est le chemin que vous avez fait avec Snowflake, qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tant que Chief Product Officer et nous faire partager ton expérience là-dessus. Alors, je vais vous épargner de me représenter, ça s'est fait rapidement, en tout cas pour ce qui peut vous intéresser. Pour parler de Piano Analytics, c'est vraiment la division dont je m'occupe, donc un produit d'analytics comme son nom l'indique. Et pour bien comprendre notre parcours avec Snowflake, notre métier, nous, c'est de mesurer toutes les interactions entre les utilisateurs et votre marque. Donc les utilisateurs qui vont consulter vos sites web, vos apps ou utiliser vos produits. Nous, on va mesurer toutes ces interactions, bien comprendre comment ces utilisateurs se sont comportés de manière très granulaire. Et on va traiter ces informations, on va les nettoyer, on va leur donner plus de sens. Pour donner quelques chiffres, on parle de très gros volumes. Nous, on travaille essentiellement avec des plutôt grands comptes, en tout cas des apps qui ont un certain succès, donc un certain volume. On va mesurer plusieurs centaines de milliards d'interactions par mois. Et là, chaque seconde, c'est aux alentours de 500 ou 600 000 interactions que l'on mesure. De grandes quantités d'informations, on doit les traiter en temps réel. Et le but de traiter ces informations, c'est que les clients vont les utiliser pour comprendre comment, encore une fois, les utilisateurs se sont comportés, mais surtout pour agir, prendre des décisions, mettre en place des stratégies de personnalisation. Et donc, ils vont, pour cela, utiliser nos interfaces, faire du data mining, de la fouille ou consulter des tableaux de bord. Et derrière, ce qui se passe derrière nos interfaces, ce sont des requêtes que notre infrastructure va traiter. Là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, ce sont entre 4 et 5 millions de requêtes qu'on traite chaque jour. Donc dans ces requêtes qui viennent du travail de nos clients, des milliers d'utilisateurs, certaines sont très faciles à traiter. Donne-moi le nombre de visiteurs sur mon produit hier, très simple. Et certaines sont très douloureuses. Typiquement, un gros client, la BBC, qui nous demande d'analyser une tendance sur 2 ans. On va traiter des centaines de milliards d'interactions pour produire une réponse. Et l'utilisateur, lui, qui est derrière l'interface, il ne va pas attendre 2 heures. Il veut qu'en 5-10 secondes, il ait sa réponse. Parce qu'un product manager ou un marketeur, il pose des questions comme ça toute la journée. Donc nous, historiquement, on a traité ça avec notre propre infrastructure, un data center, avec des jolies machines très chères et pas forcément très évolutives. Et quand on arrive aux alentours de 2015-2016, on a signé pas mal de clients, les volumes ont explosé, le nombre d'utilisateurs a explosé, et on s'est retrouvé un petit peu contraint. On était clairement au bout de ce que cette infrastructure était capable de produire. Donc on a étudié les différentes solutions et on s'est rendu compte qu'en fait, on était obligé de repartir de zéro. On a dû reconcevoir totalement notre produit, donc 10-15 ans d'historique à reprendre de zéro. On était donc dans la première colonne de Pascal, le replatforming, celui qui ne fait pas plaisir. Et on se dit, là, on va, quitte à refaire, on va le faire avec ce qui se fait de mieux comme technologie dans le domaine pour chaque partie du produit. En ce qui concerne vraiment la partie très importante de notre produit, donc ce qu'on va appeler le stockage et le moteur, donc c'est vraiment la partie
centralisation de l'information et donc ce fameux moteur qui répond aux questions des clients. On a choisi à l'époque ce qui se faisait de mieux selon nous, une technologie d'Amazon qui s'appelait Redshift, qui existe toujours, que vous connaissez peut-être, et on était hyper excités parce qu'on passait du data center au cloud, c'était top, c'était assez scalable et on était plutôt enthousiastes. Assez rapidement, en fait, on a touché les limites de cette technologie. Et on s'est rendu compte que même ce type de techno n'allait pas suffire à traiter ces millions de requêtes qui étaient toujours plus compliquées. Et donc, on a opéré un virage très douloureux de se dire, mais en fait, on s'est trompé. Et ça fait 1 an qu'on bosse sur une techno qui ne va pas nous permettre de délivrer notre valeur et d'exécuter notre vision. Et c'est au moment où on a rencontré Snowflake, qui était à l'époque une start-up qui ouvrait ses bureaux en France. On est en 2017. Mais sur le papier, une start-up qui nous promettait tout ce qui nous manquait, de la scalabilité, de la performance, cette fameuse capacité à séparer le compute et le storage qui nous faisait défaut. Et donc notre équipe technique, dans la douleur, nous a convaincus de perdre 6 mois qu'on allait finalement gagner dans le futur. Je ne sais pas ce qui nous a pris, on leur a fait confiance. Et quelques mois plus tard, on a vraiment compris qu'on avait fait le bon choix. Moi, à l'époque, en tant que CPO, vraiment, toutes ces notions de compute, de storage, ce n'est pas mon univers. Moi, je vois juste qu'on m'annonce un retard d'1 an. Donc, pas hyper content du sujet. Mais petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet technique. On a choisi Snowflake, on a mis en place nos premières fonctionnalités, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça allait bien au-delà. On a pu mettre en place, par exemple, toute une approche FinOps. Donc on a commencé à mesurer très précisément nos coûts. Parce que, vous le savez, quand on passe dans le cloud, un des trucs qui fait peur, c'est de ne pas savoir combien on va payer à la fin du mois. Nous, on était traumatisés par cette idée-là. Donc on a commencé à utiliser Snowflake pour mesurer exactement comment combien on allait devoir payer à la fin du mois. Et donc tout ça, ça a totalement transformé l'entreprise. Aujourd'hui, on sait dire, tel client nous coûte exactement tant d'euros par mois, telle fonctionnalité nous coûte exactement tant d'euros par mois. Donc tout ça, aujourd'hui, fait vraiment partie du processus de décision produit. Ce sont vraiment des discussions qu'on a au quotidien. C'est aussi devenu un sujet produit, et c'est pour ça que ça m'intéresse, et aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'innover. On a pu faire des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées à l'époque grâce à Snowflake. Et aujourd'hui, ça nous sert aussi, équipe produit, par exemple, pour gagner du temps. On a des idées de fonctionnalités. Pascal parlait tout à l'heure de Streamlit. J'ai eu un cas hier assez fou. J'ai un PO qui m'a appelé, il était hyper excité. Il travaille sur une fonctionnalité d'IA. Il voulait me montrer quelque chose. Il me fait une démo, une interface sur un truc assez innovant. Donc je ne peux pas parler ici, mais voilà, il me fait une démo et je dis, j'étais bluffé, quoi. La fonctionnalité d'IA, des résultats prometteurs et tout. Mais je dis, mais qui a fait ça? Parce que ce n'est pas dans les backlogs. Il me dit, c'est moi. Je ne savais pas que tu développais. En fait, il me montre le code de Streamlit, c'est des choses assez simples. Il a 40 lignes de code et il arrive à faire un mock-up, une maquette qui fonctionne en utilisant Snowflake d'une part et les données qu'on a stockées dans Snowflake. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui... C'est exactement l'usage de Streamlit, hein, c'est en quelques lignes de code Python, n'importe qui peut faire une UI et avoir des résultats. D'accord, donc au début, vous avez choisi Snowflake, on va dire plutôt pour la performance. Oui, tout à fait. Je parle souvent de vous en citant l'exemple de la BBC quand le jour où la reine est morte. Ouais. Il a fallu gérer un afflux de trafic, j'imagine, sur le site de la BBC. Ouais. C'est quoi l'avantage d'avoir Snowflake à ce moment-là? Alors, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la boîte. On vit un peu au rythme de l'actualité parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une actualité majeure, vous allez consulter vos sites, vous allez consulter l'app du Monde, de l'équipe, etc. Enfin, l'équipe, pas pour la reine en l'occurrence, mais pour l'Euro, pour les Coupes du Monde, etc. Et donc, nous, on va se retrouver à gérer des pics de trafic. Comment ça se passait à l'époque? On savait qu'il y avait tel match de la Coupe du Monde à telle date, donc on appelait nos équipes techniques, on disait voilà, vous rajoutez des machines, vous rentrez pas chez vous, et puis on devait gérer un petit peu comme ça. Sauf que l'actualité, des fois, elle n'est pas prévisible. Et on se disait toujours, le jour où la reine d'Angleterre meurt, je ne sais pas comment on va gérer, mais on va détruire l'infrastructure parce que la BBC est un client énorme, on parle de centaines de milliards d'interactions par mois. Il se trouve qu'en fait... alors, je ne sais pas si je peux... mais elle est morte une fois qu'on avait choisi Snowflake et on a pu avoir une scalabilité qui, en fait, a fait que tout ça, ça a été géré de manière tout à fait transparente.
Nous, on n'y est pour rien à Darren. Elle a été sympa, elle a attendu. Non, mais côté infrastructure, ce type de pic, aujourd'hui, on ne les voit plus passer. En fait, c'est juste que le lendemain, on regarde nos tableaux de bord, on dit « Ah, il y a eu une grosse audience hier pour tel match ou tel fait d'actualité. » Il n'y a plus d'équipe technique mobilisée ou de stress. Plus besoin de surprovisionner non plus. Plus besoin de surprovisionner, pas besoin d'astreinte spécifique, et on n'a pas besoin d'anticiper, et ça, c'est vraiment très confortable. Donc, la performance au début. Après, tu disais que c'est devenu un sujet produit. Quelles sont les évolutions aujourd'hui de la fonction produit chez vous et d'une manière générale, ce que tu constates toi? Alors nous, c'est vrai qu'on a la boîte à l'origine de ce produit d'analytics qui s'appelait donc AT Internet. C'est une société qui a été créée il y a plus de 20 ans. Donc des évolutions, on en a vu un certain nombre, mais c'est vrai que jusqu'à 10 ans de cela, l'analytics, c'était vraiment une discipline de marketeurs. Voilà. Nos clients, c'était tous des équipes marketing, ils avaient des stratégies d'acquisition de trafic, des campagnes, du SEO, etc. Et ils utilisaient nos outils pour analyser tout ça. Il y a à peu près 10 ans, il y a des acteurs qui sont arrivés et de manière très intelligente, ils ont démocratisé l'analytics à d'autres métiers. Je pense à Amplitude et Mixpanel, par exemple, qui a proposé de l'analytics à des équipes produits. Je pense à Content Square, qui a démocratisé de l'analytics pour des équipes UX. Et ça, c'est plutôt sain. Les chefs de produits, aujourd'hui, tous, autant qu'ils sont demandeurs à avoir des données pour prendre des décisions. Nous, notre perspective, ça a été de se dire, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que chaque équipe a son propre outil d'analytics. Voilà, les chefs de produits, ils ont leur réponse dans Mixpanel ou Amplitude, et l'équipe marketing vont dans Google Analytics. Et finalement, même si on a un seul utilisateur, chacun va regarder la réalité de l'usage de cette personne via son propre prisme et son propre outil, et on a recréé des silos. Nous, notre choix, ça a été de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. On a un utilisateur, il faut qu'on mesure très précisément l'intégralité de son interaction avec la marque, et après, à nous d'arriver à répondre aux questions des marketeurs, aux questions des gens du produit, de la technique, du top management, avec la même base de confiance, une base de référence. Ce que ça veut dire pour nous, même si la slide n'a pas aimé, ce que ça veut dire pour nous, c'est que le produit a dû s'adapter et proposer des interfaces qui permettent à des experts de manipuler les données, ça on savait bien faire, mais aussi à des gens qui n'ont pas l'habitude. Des gens de l'équipe produit, il faut qu'on sache leur apporter des données qui ont du sens. Donc on a totalement repensé notre expérience utilisateur et nos produits pour s'assurer d'apporter les bonnes données aux différents métiers de l'entreprise et s'assurer que tout le monde parle de l'utilisateur avec la même référence, le même référentiel. Ça, c'est une grosse transformation pour nous. Et alors, du coup, en quoi est-ce que le Snowflake Data Cloud vous a aidé à réaliser cette vision? Alors déjà, ça nous a aidé à créer toutes ces nouvelles fonctionnalités, ce nouveau produit qui aujourd'hui connaît un succès dont on est très fiers. Mais ce qui a vraiment changé, c'est pas tant sur la partie interface, parce que là c'est plutôt l'innovation de Piano qui a permis d'adresser ce problème, c'est tout ce qui est échange de données entre systèmes. Parce que nous, on a fait notre travail, on a développé des outils de dashboarding, de reporting et tout, qui font un super job, mais il y a 4 ou 5 ans de cela, si vous vouliez échanger des données entre équipes ou entre systèmes, en fait, en vrai, vous utilisiez un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, l'architecture spaghetti, donc des flux FTP, des API que l'équipe technique doit accepter d'intégrer, etc. Et vous êtes dépendant de toute cette mécanique pour utiliser les données. Donc un flux FTP, c'est long à mettre en œuvre, c'est cher, il faut le maintenir. Et donc vous avez besoin de données, vous allez voir votre équipe technique, ils ont dit ouais, on peut le faire sur le sprint 78, premier quarter de 2025. Et vous, en attendant, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ces données. À ce moment-là, nous, aux alentours de 2020, du coup, on est exposé au data sharing et là, on se dit non mais ça change totalement la donne. Nous, on est client Snowflake, donc on utilise Snowflake pour stocker les fameuses données qu'on a mesurées pour nos clients. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, je vais tout simplement ouvrir un accès à mon client, qu'il soit client Snowflake ou pas d'ailleurs. Il va pouvoir venir consommer ces données directement là où elles sont stockées. Pas de flux, pas d'équipe technique, pas de projet IT à 6 mois. Je lui donne un accès et il va pouvoir consommer les données. Comment il va pouvoir faire ça? Il y a des connecteurs natifs. Alors, si vous utilisez Tableau, Power BI,
Click, etc. Looker Studio, c'est très simple, vous ajoutez une source, vous manipulez vos données, vous avez vos tableaux de bord produits directement en utilisant les données Piano Analytics. C'est aussi en utilisant, pour ceux qui peuvent, je pense que de plus en plus de profils produits manipulent du SQL aujourd'hui. En tout cas, c'est une tendance que nous, on voit. Vous pouvez aller requêter avec toute la liberté que vous voulez du SQL, faire des scripts Python, utiliser Streamlit pour faire du maquettage, en tout cas de fonctionnalités. Donc voilà. Et la dernière tendance qu'on voit vraiment grâce au data sharing, nous on a des clients aujourd'hui qui construisent des fonctionnalités sur la base du data sharing. Donc vous avez Piano Analytics, vous bossez, je sais pas, chez Le Monde, la BBC ou l'équipe, peu importe, et vous voulez mettre en place par exemple une fonctionnalité de personnalisation de contenu pour vous différencier. Et là, très simplement, vous allez en quelques clics pouvoir récupérer les données Piano Analytics, voir ce que les utilisateurs ont consommé comme contenu, avec quoi ils ont interagi, qu'est-ce qui leur a plu, pas plu. Vous injectez ça dans votre projet de développement de fonctionnalités de personnalisation en quelques clics. Donc on a des clients aujourd'hui qui construisent des fonctionnalités directement sur la base du data sharing. Donc ça change pas mal, en tout cas ce qui est possible de faire côté produit. On a enfin parlé pas mal de marketplace, ce qu'on appelle nous les native apps, donc les applications qui tournent nativement dans Snowflake. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision, la vision Piano sur les native apps? Alors là, ça va aller plus loin. On vous a parlé d'échange de données. Là, typiquement, c'est une vraie révolution. Vous avez vos données qui sont dans Snowflake et vous allez avoir accès à un catalogue d'applications disponibles en quelques clics. Donc si je vous prends un exemple produit, vous avez Piano Analytics, vous analysez comment vos fonctionnalités sont utilisées. Et vous voulez mettre en place une stratégie product-led, donc voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui. Vous voulez vraiment que le produit contribue au succès commercial de votre entreprise. Donc c'est le produit qui va se vendre tout seul. Et donc pour ça, vous allez aller dans votre marketplace et vous allez voir par exemple HubSpot. Et vous allez installer l'app HubSpot et vous allez pouvoir commencer à ajouter des briques très simplement pour mettre en place votre stratégie. Donc grâce à Piano Analytics, vous allez savoir quand est-ce que vos utilisateurs commencent à être vraiment engagés, quand est-ce que l'utilisateur a atteint le fameux aha moment, le moment où il est intéressant de penser à le monétiser. Vous utilisez HubSpot, vous déclenchez des actions marketing vraiment simplement. Et puis un peu plus tard, vous dites que ça serait quand même intéressant d'ajouter du qualitatif. Vous allez dans votre marketplace, vous voyez par exemple, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de rapatrier les avis G2Crowd. Imaginez savoir un petit peu qui parle de votre produit et pour quels résultats. Vous allez retrouver ça dans votre stack data en quelques clics. Si vous voulez faire ça aujourd'hui, je ne sais même pas comment vous allez vous y prendre, mais vous allez devoir intégrer les API de G2Crowd, aller chercher les données, les stocker chez vous. Là, c'est accessible à portée de clic. Et l'étape d'après, vous allez ajouter une autre brique qui va faire de la segmentation automatique, savoir à quel moment du cycle de vie sont vos utilisateurs. Donc tout ça, ce que ça raconte, c'est un peu ce qu'a fait Salesforce pour la donnée CRM, c'est donner encore plus de valeur aux données que vous avez été capable de centraliser, avec un catalogue de plusieurs centaines ou milliers d'applications qui sont disponibles et qui vous permettent de construire petit à petit votre stack, que vous soyez produit, tech, marketing, il y en a un peu pour tout le monde. Donc nous, on est présent sur cette marketplace, on a notre première app. On travaille sur une nouvelle app qui va permettre encore plus facilement de retrouver toutes vos données comportementales dans votre data cloud. Et puis à terme, on peut très bien imaginer que Piano Analytics fonctionne avec vos propres données. Voilà, vous avez des données comportementales que vous avez déjà stockées chez vous. Vous allez dans la native app, vous installez Piano Analytics et vous profitez de nos interfaces et de nos analyses. Donc nous, c'est un sujet qui est vraiment prometteur. Et enfin, avant de se quitter, on voulait parler un petit peu de GenAI, c'est un peu le thème à la mode. Et puis, nous, on a beaucoup investi là-dessus. On a annoncé récemment le lancement de notre propre LLM qui s'appelle Arctic. Si tu peux juste nous partager un petit peu, toi, ta vision sur la GenAI, où est-ce que vous en êtes chez Piano? Ouais, alors nous, on n'est pas une boîte d'IA déjà, mais comme je pense beaucoup d'entre vous, on va utiliser des outils pour faire encore mieux notre travail. Donc on va utiliser ces leviers technologiques qui sont nombreux et extrêmement prometteurs. Aujourd'hui, notre produit il est déjà intelligent sur la base de ce qu'on appelait encore il y a quelques années le machine learning. Bon, ça paraît désuet aujourd'hui, mais on a beaucoup de fonctionnalités intelligentes qui vont permettre de comprendre les données, de détecter les anomalies, savoir à quoi elles sont dues, de prédire ce qui peut être prédit. On va utiliser aussi pas mal de NLP pour comprendre de quoi parlent les pages que les internautes consultent. On fait pas mal de choses.
qui aident déjà l'utilisateur. Mais la GenAI ouvre de toutes nouvelles perspectives. Pour nous, les projets qui sont soit quasiment aboutis, soit en cours, c'est aider les utilisateurs à comprendre la donnée. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un vrai changement. Aujourd'hui, un client classique Piano Analytics, ce sont 500, 600, 700 utilisateurs actifs mensuels. Donc il y a énormément de profils différents qui viennent se connecter à l'interface. Mais dans le tas, je vous assure, il n'y a pas que des experts de la data. Donc il y a des gens qui se retrouvent dans le produit, ils se disent mais ouais, cette courbe, elle a cette forme-là, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux l'interpréter? Nous, on va utiliser la GenAI pour essayer d'expliquer, de donner des pistes, pour voilà, savoir ce qui se cache derrière cette courbe, pour assister les utilisateurs. On va aussi les aider à trouver des analyses qu'ils n'auraient pas consultées. Encore une fois, il y a des milliards de choses que vous pouvez analyser. Nous, on va essayer de les mettre sur des pistes. C'est-à-dire, tu devrais consulter ce rapport. On a détecté des anomalies ou des tendances qui sont différentes de ce qu'on attendait. Donc, voilà quelque chose qui est intéressant pour toi. Ou alors, ça a été consulté par l'ensemble des collaborateurs. Peut-être que ça vaut le coup pour toi. Et puis, on va aussi travailler sur des sujets qui permettent d'utiliser le langage naturel. Parce que même si on essaye de travailler avec des équipes design, de repenser totalement notre UX, etc., nous, on fait des tests utilisateurs. Et quand on voit ce qui se passe dans la réalité, on est dégoûté. Les gens sont perdus, ça fait beaucoup trop de notions, etc. Donc même avec tous les efforts du monde, on sent qu'il y a vraiment un moyen pour nous d'utiliser la GenAI pour assister les utilisateurs. Et le langage naturel, quelque chose qu'on manipule normalement tous relativement bien. Poser des questions. Je veux savoir quels sont les utilisateurs qui ont utilisé ma nouvelle fonctionnalité et qui venaient d'une campagne emailing et savoir s'ils sont revenus 3 mois après. Ça, si vous devez le faire dans le produit, aujourd'hui, vous allez y arriver, mais vous allez avoir un apprentissage, comprendre comment fonctionnent un peu les différents outils. Là, nous, on imagine que taper cette question, obtenir une réponse instantanément, c'est un peu un idéal. Donc voilà un peu les sujets. C'est que le début, on imagine plein de choses qu'on garde aussi pour nous, comme je vous le disais tout à l'heure. Qu'un utilisateur métier puisse dialoguer avec la donnée beaucoup plus facilement en langage naturel, ça c'est quelque chose qu'on voit effectivement chez beaucoup d'éditeurs et Snowflake peut apporter beaucoup de choses sur ces domaines-là aussi. On a d'ailleurs des clients, sans parler de nos propres fonctionnalités, mais des clients qui sont clients Snowflake aussi, qui ont fait de très très belles choses en utilisant Arctic. Donc ils utilisent déjà le langage naturel, pas simplement sur les données Piano Analytics, mais sur les données Piano Analytics, plus un ensemble de données qui sont déjà dans le Data Cloud, et avec des résultats qui sont assez impressionnants. Donc c'est très très prometteur. Encore une fois, après, il ne faut pas vouloir faire de l'IA pour faire de l'IA. Je pense que c'est un peu le problème. Vous voyez bien, aujourd'hui, il y a IA, vous avez une audience qui forcément va vouloir voir, etc. Nous, on pense que ça doit répondre à des problèmes. Ça part du problème. Voilà. Et après, il faut se familiariser avec ce que c'est capable de faire et ce que c'est en difficulté à faire aussi, parce qu'on a connu déjà des échecs. C'est un peu le conseil qu'on donne aussi à nos clients. L'IA sans gouvernance, c'est dangereux pour le coup. Absolument. Et il y avait une conf ce matin, Le Monde l'expliquait assez bien. C'est peut-être d'abord mettre les garde-fous avant de se jeter tête baissée dans l'IA pour l'IA. Voilà. Cédric, merci beaucoup. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à interagir. Oui ? Un peu sur le côté. Pour Piano, le fait de pouvoir être sur le Snowflake des clients, pouvoir être partagé avec les autres données du client, est-ce que ça pourrait permettre, par exemple, d'extrapoler des informations? Là, je pense spécifiquement au tracking, qui peut être bloqué sur certains navigateurs pour les sites web et à l'RGPD. Est-ce que, grâce aux données qui sont ensuite collectées par l'application elle-même, est-ce que ce partage d'informations pourrait permettre d'extrapoler sur le nombre réel de visiteurs, dont ceux qui ont bloqué tout système de tracking? Alors nous, on a une position un peu particulière sur le sujet, c'est qu'on bénéficie, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures, on bénéficie d'une exemption de la CNIL qui nous permet de mesurer le comportement des utilisateurs avant même qu'ils aient consenti. Donc en fait, quand vous utilisez Piano Analytics, vous avez la quasi-totalité des interactions qui sont collectées. Donc on n'a pas vraiment ce problème parce que, consentement ou pas, en fait, on peut quand même mesurer ce que l'utilisateur a fait. Alors il y a des choses qu'on ne peut plus faire forcément, mais on a quand même l'exhaustivité du trafic qui est mesurée. Néanmoins, pour répondre à la question, si on avait, ce qui nous arrive parfois, c'est des clients qui ont Piano Analytics sur des apps et des sites web, mais pas sur tout. Et donc, ils ont d'autres outils qui sont implémentés. Snowflake va permettre de réunifier ces datasets
Voilà, il faut juste savoir comment réidentifier ces utilisateurs, mais ça facilite grandement le travail d'unification et rajouter ce qui peut vous manquer. Ou ce qui se passe aussi, c'est parfois des clients qui ont des interactions offline, par exemple des interactions en magasin ou en call center, etc. Et tout ça va pouvoir être réunifié dans Snowflake assez facilement. Et l'exemption passe au-delà des bloqueurs de tracking Alors, il peut y avoir des blocages qui sont, eux, très violents et auxquels on peut être exposé. On a quand même des technologies qui s'affranchissent d'une majorité de ces blocages, en tout cas quand ce n'est pas le souhait de l'utilisateur, parce que forcément, quand l'utilisateur ne veut pas être traqué, on doit le respecter. Mais on a une grande partie du trafic, en tout cas, généralement, c'est la quasi-exhaustivité. Une bonne question. Je suis bien conscient que c'est l'heure du déjeuner et qu'on va tous pouvoir aller grignoter un bout. Mais si vous avez encore une question, n'hésitez pas. Très bien. Eh bien, merci encore, merci beaucoup. Et bon salon. Merci.